Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalo, je suis conférencière, consultante, formatrice et je suis votre alliée contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. J'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Gauthier, qui est le chef d'entreprise de la société AG Metal. Je l'ai invité car je l'ai entendu en interview et je l'ai trouvé très, très inspirant. C'est un dirigeant qui a mis le bien-être de ses salariés au cœur des valeurs de l'entreprise. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Vous verrez, il incarne vraiment ce qu'il dit. Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il serait très intéressant d'échanger avec lui, car créer un environnement de travail sain est le meilleur des remparts contre l'épuisement professionnel. Bonjour Antoine. Bonjour Marilyn. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez accepté mon invitation aujourd'hui, parce que je sais qu'on va parler bien-être et je pense que c'est une valeur que nous avons en commun. Eh bien, écoutez, pas de souci. Moi, je suis très, très, très content et honoré que vous ayez pensé à moi pour ce podcast. Écoutez, moi j'en suis ravie. Alors avant de commencer, justement, est-ce que vous pouvez dire un petit peu aux gens qui nous écoutent qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, donc, je m'appelle Antoine Gauthier. Je suis le chef d'entreprise. Je suis le responsable de l'entreprise AG Metal, pardon. J'ai créé l'entreprise il y a 24 ans. J'ai été salarié avant dans ce même métier, un tout petit peu différent parce qu'on faisait plus de bâtiments. Aujourd'hui, nous, on fait très peu de bâtiments. Mais enfin voilà, on était cousins, c'était la même branche. Et puis, j'ai créé mon entreprise. D'abord, j'avais envie de développer un petit peu quelque chose, et puis on y reviendra peut-être après, mais j'étais pas très à l'aise dans le milieu dans lequel j'évoluais. Voilà. Donc, je suis un chaudronnier à la base, je suis un chaudronnier. Moi, je suis un technicien d'atelier. J'ai pas fait beaucoup d'études. J'étais même un très, très mauvais élève. Bon, ceci dit, je me suis toujours intéressé de plus ou moins loin aux entreprises. J'avais un voisin qui était chef d'entreprise, j'adorais ce qu'il me disait. Enfin bon, voilà, j'étais dans ce mouvement-là. Mes parents étaient des ouvriers, plutôt à gauche. Ça a peut-être son importance dans ce qui se passe dans mon entreprise. Voilà, j'ai été élevé dans le respect des gens. À la maison, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent, même très peu, mais notre porte était vraiment ouverte et on accueillait des gens, des enfants de la DAS. Bon, voilà, j'avais des parents qui étaient hyper tolérants et bienveillants, en tout cas vis-à-vis des gens et dans la vie en général. C'est des gens qui faisaient très attention aux autres. D'accord. Donc on sent qu'il y a déjà la fibre sociale avec ce que vous êtes en train de nous raconter. Oui, alors, quelque part, dans tout ça, tout ce que je vous dis, c'était plutôt, il n'y avait pas de calcul, hein, c'était des gens alors je dis c'était parce que mes parents ne sont plus de ce monde, mais c'était des gens qui vivaient à l'instinct et on se posait pas vraiment de questions chez moi. C'était vraiment, moi, j'ai eu une enfance merveilleuse, très cool. On a fait ce qu'on a voulu, on a toujours été portés, nos parents étaient fiers de nous et bon, qu'on gaze pas à l'école pour eux, ça n'avait aucune importance. Donc ça paraît bizarre aujourd'hui de dire ça, mais c'est vrai. Moi, mon parcours scolaire s'est arrêté en cinquième et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école dans le coin, dans le Loir-et-Cher. On connaît bien cette école parce que c'était l'école de l'abbé Leroux. Alors que mes parents n'étaient pas du tout catholiques, mais l'abbé Leroux prenait tous les enfants déscolarisés du coin. Et il en faisait des chaudronniers ou des usineurs, enfin des gens qui faisaient de la mécanique générale. Donc, c'était un peu l'école de la dernière chance, comme certains l'appellent aujourd'hui. Cette école n'existe plus. Vous l'avez entendu, je suis enrhumé, je vous l'ai dit, Marine. Ouais. Et donc, j'ai fait cette école et je suis sorti chaudronnier. Et voilà. Mais mes parents n'ont jamais dit retourne à l'école. C'est nous-mêmes, on se faisait un peu notre propre avis, on se donnait nos propres chances. Par contre, tout ce qu'on faisait, on était vraiment porté. Il y avait une vraie générosité dans cette famille. C'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a élevé, c'est ce qui a fait. On a tous pris des chemins différents, mais par contre, on a toujours fait très attention aux autres. Moi, j'ai jamais avancé dans la vie en marchant sur le pied de quelqu'un. Jamais, jamais, bien au contraire. Alors, c'est pas ce qui explique le pourquoi je me suis installé à mon compte,
parce que au départ, j'étais pas vraiment fait pour ça. J'avais pas imaginé que ma vie serait une vie de chef d'entreprise. Par contre, aller aux responsabilités, ça, c'est oui, j'ai toujours aimé les responsabilités, toujours, toujours. Même, enfin, je me souviens étant môme, j'étais un peu le chef de meute, quoi. J'ai toujours emmené les gens, ça a toujours un petit peu fait partie de moi. Donc, je me suis installé parce que j'étais dans une entreprise où j'avais un super job, mais c'était un peu un management à l'ancienne. J'avais un patron un peu ancien qui, je sais pas comment dire, on valorisait pas les gens. Vous voyez, c'était toujours le dernier arrivé qui était super, et puis au bout de 6 mois, il était plus super, et puis bon, ça marchait pas. L'entreprise ne fonctionnait pas. On avait beaucoup de mal à travailler sereinement. Et moi, je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à faire ça. Je n'arrivais pas à passer des bonnes journées. Et je le dis souvent quand on me pose la question. Je me suis installé à mon compte pour passer des bonnes journées. Ça a été mon premier moteur. Arrivé à un moment, j'avais 30 ans, j'arrivais pas à me projeter dans la vie en me disant, mais toute ma vie, ça va être comme ça. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Donc, j'avais d'autres passions et je me suis dit, est-ce que je vais dans un métier passion? Je me suis posé pas mal de questions quant à mon bien-être, à moi, personnellement. C'est-à-dire, je me disais, comment je peux faire? Où est-ce que je vais être bien? Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que je sais faire de mieux quand même, malgré tout, c'est la chaudronnerie. Et mon épouse, Catherine, qu'on a aperçue tout à l'heure, elle m'a poussé, m'a dit, écoute, mais vas-y, on risque rien. J'avais pas une grosse rémunération à l'époque. Donc, ça a aussi participé au fait de prendre une décision dans ce sens-là, quoi. Super. Dans ce que vous nous racontez, il y a pas mal de choses là déjà. Ce qui est hyper intéressant, bah, c'est ce que vous nous dites par rapport à vos parents déjà, parce qu'ils vous ont vraiment encouragé. Et ça, pour la confiance de soi et l'estime de soi, c'est quand même hyper important quand on est plus jeune. Et puis ça nous accompagne toute la vie en plus. Ça, c'est super précieux. Mais Bien sûr. j'ai vraiment eu une chance extraordinaire, j'en suis conscient. Enfin, mon papa, quand je me suis installé, m'a aidé, était présent. Vraiment, c'est toujours bienveillant, toujours content de ce qui se passait pour son fils. Mais on était trois enfants et il était content pour les autres également. Mais je veux dire, on s'est planté parfois, on a fait des choses qu'il fallait pas faire, mais on le fait tous. Mais jamais un mot en disant ah t'aurais dû ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est toujours été des gens bienveillants, bienveillants pour les autres. Nous, on est à la campagne, on est d'un petit village qui s'appelle Talcy, qui est un petit château Renaissance. On est 260 habitants aujourd'hui. Mes parents étaient de ce village. Je suis revenu habiter dans ce village. Et dans le village, mon père faisait un très grand jardin et il nourrissait une partie, quoi. Il allait donner les légumes pour faire plaisir, point final. Donc nous, on a chopé ça. Et quand on faisait une bonne action, ben, ils étaient contents, ils étaient plutôt fiers de nous. Quand parfois ça dérapait un peu, ce qui arrivait parfois, ils ont su toujours nous ramener dans un chemin plutôt sympa. Voilà, dans le respect des autres, vraiment. Alors, si ça avait été des bons catholiques, on l'aurait entendu et ça aurait été normal, mais c'était pas des bons catholiques, ils n'étaient pas du tout catholiques. C'est des gens qui avaient ça en eux, vraiment, réellement. Une bonté et quelque chose d'instinctif, c'est ça que je veux dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai créé ma société, ça c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 24 ans, mais je veux dire, je suis toujours resté dans l'instinctif. Je vois beaucoup d'entreprises et je suis assez sollicité en disant c'est quoi la recette, on l'applique, on va mettre tant de pognon sur la table et puis on va faire ta recette, ça va être super. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait les choses. Il y a déjà un instinct qui fait que et on respecte et mon premier salarié, et on fait les choses d'une façon et on réfléchit ensemble, blablabla, blablabla. Je vais vous raconter tout ça après. Mais c'est ce qui fait je veux dire, il y avait au départ pas de calcul. Malgré tout, au bout de très peu de temps, il y avait quand même du calcul de gestion d'entreprise. Mais au départ, c'était vraiment l'idée AG Metal, c'était vraiment Antoine Gauthier, comment il fait pour passer les bonnes journées. Alors justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, j'ai vu que quand je vous ai présenté, en plus j'ai hésité à l'écrire ce mot, enfin à le dire. Je vous ai présenté comme un chef d'entreprise et j'ai vu que vous avez repris, vous avez dit responsable. C'est quoi la différence que vous faites? Alors, la différence que je fais, un chef d'entreprise, bon, c'est un peu bateau. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il a 10 000 personnes ou il en a deux, ou il est tout seul, il est chef d'entreprise. Nous, on est une petite unité. On est 14 aujourd'hui chez AG Metal. Euh, Comment je pourrais dire ça? Il faut un chef. On ne peut pas avoir une entreprise sans une belle direction. C'est-à-dire qu'on a beau dire, on essaye d'équilibrer les forces, mettre un petit peu à plat les responsabilités de ça.
Personnellement, je pense que ça ne marche pas. Il faut un responsable. S'il n'y a pas de responsable, c'est l'anarchie, on n'en sort pas. Si ça marchait, tant mieux, on le saurait. Et peut-être que j'adapterais ça comme ça, mais il faut vraiment un chef de meute chez les animaux, mais un responsable dans l'entreprise, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui les assume, et c'est lui qui essaye de convaincre ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est un peu différent. Un chef d'entreprise, il a une vision, il apporte une vision, mais elle peut être politique. Nous, dans nos petites entreprises, on a une vision qui n'est pas politique. Nous, c'est clairement de la rentabilité, du chiffre d'affaires, c'est très concret. Je donne des ordres à une personne en face de moi avec qui je suis marié quasiment. Je passe toute ma vie avec eux. Un chef d'entreprise, ça peut être différent. Un chef d'entreprise du CAC 40, c'est très différent. Le mec fait n'importe quoi, il se gourre au possible et nous met je ne sais combien de personnes au tas. On lui donne des rémunérations pas possibles pour qu'il s'en aille. Non, un responsable d'entreprise, c'est pas ça. Un responsable d'entreprise, c'est on porte un peu l'entreprise sur nos épaules et on essaye d'en mettre le plus possible sur les épaules des collaborateurs, mais avec qui on est un peu en direct. Moi, je distingue un peu ça comme ça. Chef d'entreprise, oui, mais je me considère plus comme un responsable d'entreprise. C'est-à-dire que si j'étais un responsable d'une coop j'ai été responsable d'une entreprise qui n'était pas la mienne avant, j'avais le même rôle. Aujourd'hui, je suis aux responsabilités pareil. Après, bah, les enjeux ne sont pas les mêmes parce qu'aujourd'hui, bah, c'est par définition, in fine, mon argent au final. Mais quelque part, jusqu'à la finalité du salaire du chef d'entreprise, tout ce qui se passe avant, bah, je suis un collègue de mes collaborateurs, hein, ni plus ni moins. Hein. Par contre, je donne les directions et ça ne veut pas dire on s'enlève les responsabilités. Bien au contraire. Alors, comme on a échangé un petit peu avant, alors ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est quand vous avez créé votre entreprise, là, donc maintenant il y a 24 ans, c'est que vous avez fait quelque chose qui est pas commun quand vous avez démarré votre activité. Vous vous êtes fait conseiller Euh, par un inspecteur. ah, Ouais, si vous pouvez nous raconter, parce que c'est quand même pas commun, et ça, j'aimerais bien que nos auditeurs l'entendent. Alors, il faut refaire un tout petit peu d'historique avec mon ancienne entreprise. C'est-à-dire Mhm. que la chaudronnerie, c'est un métier où on peut travailler n'importe comment. C'est-à-dire que pour nous, c'est très facile de se mettre en danger vis-à-vis de la santé. C'est-à-dire que le chaudronnier, il soude, il meule, il emploie des produits un peu difficiles, et on finit par faire de la peinture, on finit par faire tout un tas de trucs qui, pour la santé, honnêtement, posent des graves, graves problèmes. Donc, moi, j'ai vécu ça dans mes anciennes entreprises où on peignait dehors, on faisait un petit peu n'importe quoi. Mais c'était un peu l'habitude. Donc, on se cachait, on voulait surtout pas de contrôle, on voulait surtout pas ça. Donc, moi, quand je me suis installé, je me suis dit, j'ai encore pas grand-chose de fait. J'avais mis des machines quand même dans l'atelier. J'étais tout seul, donc je craignais pas grand-chose. J'ai appelé la CARSAT et en disant bonjour, je m'appelle Antoine Gauthier, je m'installe à mon compte, j'ai une entreprise depuis quelques jours qui s'appelle AG Metal. Je voudrais qu'un inspecteur vienne inspecter tout ce que j'ai mis en place et je voudrais parler avec lui des possibles et des pas possibles. Et là, au téléphone, je me souviens très bien d'un blanc, littéralement un vrai blanc, où la secrétaire au l'autre bout du fil me dit mais c'est pas comme ça que vous pouvez faire, ça se passe pas comme ça. Je dis comment ça se passe pas comme ça? Elle dit non, les contrôles c'est pour les gens, c'est un peu inopiné, c'est tout ça. Enfin, c'est du contrôle, on vient pas sur commande. J'ai dit, attendez, bah, pardon, mais moi, je vous demande de venir me contrôler. J'exige être contrôlé. Je veux partir sur des bonnes bases. Si je pars sur des mauvaises bases et que dans 2 ans, vous venez me dire, ça, c'est pas bon, il faut faire l'inverse, je vais pleurer, quoi. Je vais dire, c'est pas possible. Donc, enfin, bon, bref, je me mets cette femme un peu dans la poche et elle me dit, je vous envoie un inspecteur, il s'appelle Monsieur de France et c'est un peu un vieux de la vieille, il était presque à la retraite. Et elle me l'a envoyé. Et je me rappelle toujours la tête de l'inspecteur quand il est arrivé chez moi. Et il m'a regardé en disant, mais c'est qui ce gaillard? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, il s'avère qu'on a fait connaissance. J'ai fait visiter ma toute petite entreprise à l'époque. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas un métier qui est très sexy, hein, honnêtement. Et lui m'a dit, mais on va tout faire superbement bien. Je vais vous aider. Il existe des aides. On les aura. Alors, j'avais pas du tout fait ça j'avais pas du tout dans mon idée la notion d'argent. Il me dit, on va écrire quelque chose. On va écrire une feuille de route et ce qu'on va faire ensemble sera super. On va développer ça. Et il m'a aidé avec ce qu'il avait vu ailleurs et tout ça en disant, bon, ça, faudrait faire plus ça, les aménagements de poste.
Et quand on a commencé à travailler comme ça m'a passionné. Donc, on a bien bossé ensemble. Après, ce monsieur-là est parti à la retraite et il a eu un remplaçant. Et au moment du remplaçant, j'ai changé d'entreprise, enfin, j'ai changé d'endroit. C'est-à-dire qu'on a déménagé. J'avais embauché deux ou trois collaborateurs à l'époque. Et il fallait qu'on change d'endroit. J'avais un tout petit garage. On est venu, on s'est déplacé d'une dizaine de kilomètres. Et c'est son remplaçant avec qui on a fait le travail. C'est-à-dire que son remplaçant s'appelle Amaury Pasquet. Il est plus à la CARSAT. J'en ai usé deux quand même. Et il nous a bien aidé à déménager et on a monté des postes aménagés, enfin tout un tas de trucs qu'on a bien développés avec eux. Voilà. Et on a eu un super parcours ensemble, quoi. Comme quoi, des fois, il faut pas trop avoir peur du contrôle. Ok, bah oui, mais c'est hors du commun, c'est bien parce que là, vous faites vraiment ce qu'on appelle de la prévention primaire, c'est-à-dire que vous créez un environnement sain pour que les personnes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, en fait. Alors, nous, on parlait des conditions physiques avec la CARSAT, on était vraiment là-dessus. À l'époque, on n'avait pas de notion de QVT. Mm. On n'était pas du tout, on n'en parlait jamais, personne n'avait jamais entendu parler de ce truc. Et là, on était vraiment, nous, sur une notion de bien-être physique. On voulait bien travailler, enfin, dans des conditions vraiment. Moi, ma hantise, ça serait qu'on vienne me voir aujourd'hui en me disant ce gars-là travaille depuis 25 ans pour vous, enfin 24 ans, et aujourd'hui, il a je ne sais quel cancer lié à votre activité. Genre, je ne l'imagine même pas. Parce que on a tout fait pour ne pas que ça arrive et on a vraiment mis en place toutes les choses possibles et inimaginables, même au-delà. Donc, après, il y avait cette histoire de maladie qu'on craignait. Et en plus, il y a 24 ans, il faut se rappeler, il y avait les histoires de menuisiers, les cancers des mécanos, enfin tout ça. Donc nous, on voulait pas rentrer dans cette case. Donc on a fait très attention à ça. Après, il y avait le bien-être, on va dire, un petit peu plus général, qui est le bien-être au travail, le bien-être psychologique. Mais ça, on l'a amené pareil tout doucement, ça allait de pair, ça allait en même temps, c'était notre vie, ça a un petit peu coulé comme une petite rivière, quoi. Mais au départ, on a vraiment, avec la CARSAT, on a vraiment bossé sur le bien-être physique. Donc, les impératifs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, où il y a un risque, où on le prend, où on ne le prend pas. C'était les tout débuts de document unique. Tout le monde a connu ce fameux document unique dans l'entreprise. Donc ça, c'était le tout début. Et donc moi, je cherchais, honnêtement, ça m'embêtait un peu ce truc, comme tout le monde. Je disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis, avec Monsieur de France, on avait bossé sur le sujet en disant, il faut que ce soit vraiment une super cartouche, ce truc, il faut que ça nous serve. Il faut que AG Metal profite de ce truc-là. Donc nous, on a développé un document unique et on en a fait, mais vraiment une fusée, un avion de chasse, hein. C'était vraiment. Et la CARSAT est venue, a pris notre modèle et l'a diffusé aux autres entreprises. Parce que tellement on avait bossé. Et on bosse toujours de la même façon, 24 ans après, on bosse toujours sur notre document unique avec tous les collaborateurs. On se réunit une fois par an et on met à jour notre document unique et ça peut prendre la journée, c'est possible, hein. Bon, je vous l'explique pas là, Marilyn, parce que c'est Mhm. vraiment assez complexe, mais c'est une journée de travail qui est vraiment dédiée au document unique. Et nous, ça nous sert réellement. C'est-à-dire, ça nous sert pour tous nos investissements futurs, ça nous sert pour toutes les améliorations, le bien-être au travail, ça nous sert aussi. Enfin, tout est mis sur la table ce jour-là. Et on remet tous les ans et on fait un petit bilan de l'année passée. Ok, et donc vous êtes 14, ça veut dire que les 14 participent Ah oui, à cette réunion? on est 14 avec une personne en alternance, un apprenti, et même l'apprenti participe à la réunion. Tout le monde participe à la réunion. D'accord, ok. Et donc vous disiez qu'au début c'était plus les questions de bien-être physique et petit à petit en fait vous avez intégré le bien-être plus au niveau de la santé psychologique, santé mentale. Donc sous quel type de choses, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, tout au départ, j'avais toujours mon exemple d'ancienne entreprise. Et il faut savoir qu'en chaudronnerie, à l'époque, on avait du mal à gagner notre vie. C'était pas un métier qui était valorisé, c'était un métier qui était un peu en souffrance, et puis surtout, on ne payait pas. Donc, j'ai commencé par avoir ce côté financier en tête, en me disant, j'avais l'exemple de mes anciennes entreprises qui fonctionnaient pas vraiment, qui étaient toujours un peu bancales. Et je me suis dit, comment on va trouver, nous, de la rémunération, premièrement, et comment on va pouvoir vendre notre travail
plus cher quelque part, parce qu'au départ, quand on veut de la rémunération, on pense à vendre plus cher. Donc j'ai pensé à ça en me disant, comment on peut faire ce truc-là? Et puis, moi, je bossais comme un fou. Je bossais, tout seul. Donc, je pouvais avoir de la rémunération supplémentaire, mais en travaillant comme un dingue. Et ça, quand j'ai eu le premier salarié, c'était pas possible. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, je me suis dit, comment on va trouver la rémunération? Et j'ai pensé à l'époque que si le salarié était hyper motivé, il serait plus rentable. Parce que toujours dans mon ancienne entreprise, je voyais que les gens traînaient des pieds. Enfin, bon, c'est toujours un peu galère. Donc, j'ai imaginé des choses. Donc, comment on fait pour qu'il soit bien? Ben, bon, moi, je suis pas un gueulard. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Je sais exactement ce que je veux, où je veux aller et comment je vais le faire. Mais je suis quelqu'un avec qui on va plutôt passer des bonnes journées. Malgré la pression, malgré tout ça, j'arrive à maintenir plutôt un bon état d'esprit et plutôt une bonne ambiance. Je suis pas un clown, mais voilà, on passe des journées assez sympas à mes côtés, ça c'est sûr. Même si ça va pas, j'aime bien expliquer les choses. Donc ça, on partait de ce constat-là, et après je me suis dit, il faut absolument qu'on commence par de la rémunération, de façon à ce parce qu'on a beau dire, ça fait quand même partie du package. Si on passe des bonnes journées, on rigole bien, bon ok, mais s'il n'y a pas de rémunération derrière, il manque quelque chose. Donc je me suis dit, je vais inventer un système qui fait que je vais faire de la transparence à 100%. C'est-à-dire que transparence 100%, ça veut dire que quand j'ai un dossier, si Marilyn, je viens chez vous pour vous faire une pièce, un escalier design super top, par exemple, cet escalier, je vais aller chez vous, je vais prendre des notes, je vais faire des croquis, je vais faire des plans, je vais faire un devis, je vais tout marquer, combien j'achète, combien je vends, combien je prévois d'heures pour le fabriquer, ou combien je prévois d'heures pour la pose. Et puis, ce dossier-là, je vais vous envoyer le devis. Vous allez me répondre que bah, c'est OK, vous êtes d'accord pour le devis. Une fois que vous êtes d'accord pour le devis, au moment de la fabrication, je le donne à mon collaborateur qui fabrique. Je lui donne le dossier, le vôtre, complet. Hein, et il n'y a rien qui reste au bureau. C'est-à-dire que mon dossier complet passe dans les mains de la personne d'atelier. Et lui, il voit combien j'achète, combien je vends, combien on fait de marge sur la matière, et ainsi de suite. Il voit tout ce qu'on fait. Tout. S'il y a un truc où il a un doute, il me pose des questions et je dis s'il y a un doute. Et puis, j'ai prévu pour votre escalier, j'ai prévu 20 heures de fabrication, par exemple. Si lui, il passe 18 heures, les 2 heures qu'on gagne, elles sont mises dans un pot commun et 2 fois par an, on se partage cet argent. Donc, vous allez me dire, quelle différence entre une participation et un bénéfice? Une participation, c'est noyé dans une entreprise. C'est-à-dire que si on fait un peu de bêtises à la gestion, la participation, il n'y en a pas, mais c'est le responsable qui a fait un peu de bêtises, il n'y a pas de participation. Nous, on essaye de faire un petit distinguo là-dessus pour que les gens de métier, c'est-à-dire le manuel, comme on appelle partout, le manuel, c'est lui qui a la main sur l'argent. C'est-à-dire que s'il passe 18 heures, les 2 heures qu'il a, c'est pas dans sa poche à lui, c'est dans la poche de tout le monde, on mutualise. Donc ça crée une rémunération. Un employé, alors ça je le sais depuis, donc avant je ne le savais pas quand j'ai mis en place, mais maintenant je le sais depuis, tous les statistiques disent qu'un employé qui est très bien dans son boulot, qui s'épanouit, c'est 30% de rentabilité en plus. C'est-à-dire que où mes collègues font zéro, nous on fait 30% de rentabilité. Donc c'est énorme. Comme on fait 30% de rentabilité parce qu'ils sont motivés, nous dans les 30%, il y a 16 heures à gagner. Ces heures gagnées-là, elles sont distribuées. Alors, je ne les mets pas en participation au bénéfice parce que la participation au bénéfice, c'est noyé. C'est-à-dire que moi, ce que je vous raconte, c'est une histoire, là. Et mes collaborateurs, ils ont la même histoire. Mais si je fais une participation au bénéfice, j'ai plus d'histoire à raconter. C'est AG Metal qui fait un bénéfice. AG Metal, c'est qui, quoi, comment? C'est une entreprise, ça vient d'un compte. Antoine avait de l'argent perso et il a un robinet ouvert, il en distribue de temps en temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est flou. Moi, je donne du sens à la rémunération. C'est-à-dire que c'est eux qui se font leur propre rémunération. Alors ça, on parle d'argent gagné, c'est des primes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 fois par an. Rien à voir avec le salaire. Mais comme on part sur une base de 30% environ de rémunération, de gains supplémentaires pour l'entreprise, on a une partie en prime que je garde avec mes heures et une autre partie qui est directement sur le salaire. Comme ça, j'ai des gens ici qui se posent pas de la question du salaire. Ils peuvent être chassés par quelques collègues, partent pas parce que ici ils ont la rémunération. Donc le bien-être, quand on a de la rémunération, quand on est à l'aise financièrement,
Là, je repars sur AG Métal, sur mon côté responsable. Tout le monde est plutôt tranquille. L'entreprise vit bien. On fait très attention. On a une gestion vraiment rigoureuse. Et des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont le sourire. Il n'y a pas de raison. Les fins de mois sont moins difficiles qu'ailleurs. Ça crée une espèce de dynamique. Et cette dynamique-là, elle se retrouve encore dans la rentabilité. Parce que si j'ai un collaborateur qui fait quelque chose où c'est un peu moins bien ou qui va être moins bien vis-à-vis de notre renta, le collègue d'à côté il dit essaye ça, tu vas voir, peut-être que tu vas gagner un peu plus de temps. Voilà. Donc ça fait partie du bien-être au travail. Mais je ne peux pas. Souvent, on me dit, quand on m'a demandé de dire ce qu'on fait pour le bien-être au travail, euh, c'est un ensemble de choses qu'on a fait tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un collaborateur. On a trouvé des trucs au fur et à mesure du temps. Si on a un peu de temps, je vais vous dire plein de trucs qu'on a mis en place, des idées qui n'étaient pas forcément les miennes, même rarement les miennes. Mais cette histoire de rémunération, ça, je le porte parce que c'est quelque chose où j'étais persuadé au fond de moi que si on voit l'image, l'image c'est on vous assomme d'argent, c'est-à-dire on vous donne, boum, on vous donne un paquet, ça on en parle. On passe à autre chose. Maintenant, on a dit qu'on faisait ça, comment on y arrive? Comment on y arrive? Il faut qu'on soit rentable. Attention, alors je dis souvent les garçons, pardon, mais dans l'équipe, j'ai eu des garçons pendant très longtemps, mais aujourd'hui j'ai des femmes. Donc je dis attention, avant je disais attention les garçons, comment on fait? On se motive, on y va de ça. Mais aujourd'hui, je dis attention l'équipe, comment on fait, comment on se motive et on y va, comment on peut générer du plus. On a ce discours-là. C'est-à-dire qu'ils savent exactement que quand il y en a un ou une qui est un peu bancal dans l'atelier, ce qui arrive, parce que la vie est pas toujours simple, la vie perso et même la vie d'entreprise. Donc parfois, on a un collaborateur qui est un peu au tas, un divorce, un deuil, et là, mon boulot, moi, il est d'expliquer aux autres et de dire aux autres, soyez patients. Parce que eux, par contre, l'équipe, eux, ils disent, il est bancal, d'accord, en ce moment, il est en train de divorcer, mais il faudrait qu'il se remette au boulot parce que forcément que ça impacte un petit peu la rentabilité. Alors, aujourd'hui, 12 dans l'atelier, enfin, à produire, c'est moins grave quand on en a un, mais c'est proportionnel. Quand on a 12 personnes, il y en a forcément un ou deux qui sont plus souvent impactés par les malheurs de la vie. Donc là, moi, j'interviens auprès des équipes en disant, on lui laisse le temps, on le laisse respirer ou on la laisse respirer. Tranquillement, ça va revenir. Et à chaque fois, ça revient. J'ai plus de mal à les convaincre de laisser passer un peu de temps pour que cette rentabilité revienne, plutôt qu'à les convaincre d'être rentable. C'est fou. Mais ce que vous dites, parce que c'est vrai que bah, moi, mon sujet de prédilection, c'est le burn-out, hein. Donc, ce que vous dites justement par rapport au bien-être, et c'est ce que je vois avec les personnes qui tombent en burn-out, c'est que c'est pas qu'une chose qui vous fait tomber en burn-out, mais c'est un faisceau de choses qui se mettent ensemble, qui font basculer les gens quand ça va pas bien. Et vous, votre bien-être, justement, vous le créez comme ça, avec plein de choses qui s'agglomèrent, qui se mettent ensemble. Bah, comme là, on le voit avec la reconnaissance au niveau du salaire, la reconnaissance des personnes. Vous leur donnez de la transparence par rapport à tout ce que vous faites. Donc, en fait, les gens connaissent finalement vos contraintes, les demandes, ils connaissent le process de A à Z parce que vous avez une grande transparence au niveau de la communication. Alors, sur le burn-out, si on revient un peu sur les chiffres, je pense honnêtement, personne n'est vraiment à l'abri de ça. Hmm. Ça dépend de tellement de facteurs que, alors je peux pas vous dire que c'est quelque chose que je connais bien parce que je ne le connais pas dans mon entreprise. J'ai pas d'arrêt maladie. Ici, il n'y a pas d'absentéisme. J'ai pas de turnover. C'est-à-dire que en 24 ans, j'ai un salarié qui est parti au bout de 20 ans et il est parti chez un de nos clients qui s'appelle le Château de Chambord et honnêtement, les sirènes, elles étaient plutôt sympas pour lui, donc il est parti. Et aujourd'hui, on l'a comme client. Donc, vous voyez, il n'est pas parti pour des mauvaises raisons. Donc, ici, je n'ai pas forcément, enfin, je n'avais pas l'impression que c'est quelque chose qui pouvait nous atteindre jusqu'à ce que il m'arrive qu'un collaborateur il soit pas bien. Et je peux pas dire que c'était des facteurs extérieurs. Il y avait des facteurs extérieurs, mais il y avait aussi des causes qui venaient de nous. C'est-à-dire que nous, on a une pression de délai. C'est un peu l'inconvénient de notre métier. On est sur du one shot, ça va très vite. Et en fait, sans s'en rendre compte, plein de petits facteurs s'étaient mis l'un au-dessus de l'autre. Et comme je fais la rentabilité de chaque gars tous les mois quand je fais mes factures, c'est hyper bien calculé, hyper bien identifié. J'ai senti que ce gars-là, quelque chose allait pas.
Et je vais le voir en lui disant, écoute, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je pensais vraiment que c'était dans sa vie perso. Et en discutant, je me rends compte qu'il est en train de faire un mini burn-out. Je peux dire mini, mais parce que c'était le début. Et là, j'ai dit, rentre chez toi. Tu vas chez le docteur. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu reviens demain si ça va. Si ça va pas demain, tu reviens pas demain. Tu te soignes. Tu vas voir quelqu'un. Moi, de mon côté, identifie ce que nous, on peut t'aider dans l'entreprise. On va tout mettre en place. Parce que moi, je tiens à toi. Enfin, j'ai dit les mots vrais. Hein, j'ai pas raconté un mensonge ou une bêtise pour le garder. J'ai dit, il faut que tu te soignes parce que là, je sens que ça part. Oh, il me dit, non, mais ça peut revenir. Je l'ai renvoyé chez lui. Il a été chez le docteur, il a fait ce qu'il fallait, il a été absent un mois. Quand il est revenu, une banane. En plus, lui, je l'appelle toujours mon rayon de soleil parce que c'est vraiment un gars qui a toujours une banane de dingue. Il nous met la pêche à l'atelier. Et là, ce gars-là, avec des petites choses, mais vraiment qui nous, de notre point de vue, nous paraissent insignifiantes, même des choses un peu fausses, parce qu'il avait imaginé des trucs, parce que moi, peut-être j'ai pas été réactif sur certains trucs à certains moments, on n'avait pas vraiment identifié, il s'est imaginé que, il a entendu un truc qui n'était pas fait pour lui, mais enfin, quelque chose est parti à l'envers de cette spirale positive, et là, je me suis rendu compte que même chez nous, le burn-out, ça peut arriver. C'est pas le burn-out, on a l'impression que c'est toujours un chef qui est un peu malsain, manipulateur. J'entends beaucoup ça. Nous, on travaille dans l'industrie, donc j'entends beaucoup ce terme-là. Bipolaire, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Pas forcément. Attention, le burn-out, il peut venir de la propre personne qui est en burn-out. Sauf que si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous prend la main, qui nous dit mais non, attends, c'était pas du tout ça, mais nous, on tient à toi. Je vais pas aller jusqu'à lui dire que je l'aime, mais je l'aime, c'est vrai. Moi, j'aime le voir arriver le matin avec son sourire. Il sait que ce gars-là, c'est le sourire de l'entreprise. Si on lui dit pas, si on a un peu oublié, parce que ce gars-là, ça fait peut-être 15 ou 17 ans qu'on travaille ensemble, un peu comme un vieux couple, et on se dit plus vraiment les choses, eh ben, quelque chose peut partir à l'envers. C'est de la faute un peu à personne, et par contre, le type est très malheureux. Très, très malheureux. Moi, je me suis même purement et simplement, mais très, très inquiété. Donc, faut être vigilant. Le burn-out, il peut être créé par quelqu'un. Je serais presque tenté de dire, si c'est le cas, un chef, un patron, bah, presque tant mieux. Parce qu'il suffit de partir pour calmer ce burn-out et puis essayer de repartir. Quand on est cassé, on repart pas comme ça. Quand on s'est bien fait casser pendant des années et que, à cause d'un chef, mais quand même, la vie nous appartient. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je fais beaucoup visiter l'entreprise aux écoles. Je dis toujours aux élèves, attention, la vie, ça vous appartient. Hein. Vous pouvez choisir que un chef un peu con parce que il vous paye bien, machin. Mais non, 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 la vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est on passe des bonnes journées. Si on passe pas des bonnes journées, il faut fuir. Et vous retrouverez un niveau de salaire équivalent à côté où vous vous démerderez. Mais on ne subit pas une personne malsaine. Ça n'existe pas. Mais ça, si c'est une personne malsaine ou si ça vient, s'il y a un facteur extérieur, je serais presque tenté de dire tant mieux. Parce que avec un bon suivi, avec peut-être des années, mais en tout cas, on s'en remet. Par contre, quand c'est perso, qu'on s'enferme dans une spirale négative sans s'en rendre compte, avec peut-être des petites choses un petit peu, je veux dire, même fausses, mais qu'on croit vraies parce qu'on a entendu des choses. Et on s'imagine, c'est comme ça l'être humain. Moi, je suis pareil, hein, je suis pas en train de faire une leçon. Hein. Je vis la même chose. Attention, parce que là, c'est dangereux. Parce que là, on a personne sur qui frapper quelque part. Et quelque part, il faut quand même aller faire le travail et pour se remettre en confiance et profiter des feux qui sont ouverts. Et des fois, les feux ouverts, on ne sait pas trop les prendre parce qu'on les voit plus. On voit le feu rouge, mais le feu au vert qui clignote comme un dingue à côté, on ne le voit pas. Donc ça, c'est quand c'est perso, c'est assez compliqué. Le burn-out, chez AG Metal, je ne l'ai pas vécu, mais je suis très vigilant parce que je sais que l'être humain est parfois un peu difficile, traverse des âges qui sont un peu plus difficiles que d'autres, des choses qu'on supportait très bien qu'on supporte plus, y compris des choses bien, y compris des choses bien. J'ai toujours en mémoire le sketch de Florence Foresti où elle dit ah, mon mec c'est super, il joue de la guitare, c'est génial et tout, puis au bout de 10 ans elle en peut plus de la guitare. Donc des choses bien peuvent au fur et à mesure du temps se transformer en moins bien. Et dans nos entreprises, alors là encore plus qu'ailleurs, parce qu'il y a du monde, parce que ça va vite.
Parce que parfois, on nous demande d'aller hyper, hyper vite et on passe à côté de quelqu'un qui va pas fort. Et ça, c'est le plus grand danger pour moi. Nous, ça nous a servi de leçon parce que à notre réunion, j'ai dit franchement, si quelqu'un se sent un peu quelque chose qui gratte, c'est tout. On parle, on y va, même si c'est pas facile, même si je sais que tout le monde a envie de faire ça et on le fait pas toujours. N'empêche que le burn-out, chez nous, c'est comme ça que je le crains. Après, je vois dans d'autres entreprises, franchement, des méthodes qui sont hors d'âge, hors du temps. Et j'espère pour tous les salariés, tous les collaborateurs, y compris les patrons, parce qu'il y a des patrons qui font aussi des burn-out, pour tout le monde, la période n'est plus à violenter les gens, à rabaisser les gens. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un manque de main-d'œuvre. Il y a les gens qui font pas attention à leur personnel, ils sont morts. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Quand je vois autour de chez moi, dans notre bassin d'emploi, des gens qui mettent des annonces, qui recrutent, mais qui recrutent jamais personne, parce que de toute façon, personne n'aura envie d'aller bosser là-bas. C'est parce qu'il y a un tyran dans l'entreprise, et ça se sait, et puis personne va accepter ça. Alors, du côté patron, moi j'entends, ouais, bah, j'envoie, ils viennent, ils font une matinée, puis ils s'en vont, ils restent pas. Ok, mais chez moi, j'ai pas ça. Après, on peut ne pas, ça peut ne pas fonctionner, mais en tout cas, chez moi, je n'ai pas ça. Donc les gens qui sont un peu durs, comme ça se faisait, comme c'était un peu coutume dans le temps, je crois qu'aujourd'hui c'est complètement fini. Il y a quelques réfractaires, on va dire quelques entreprises un peu arriérées qui pratiquent encore le management un peu du rail. Franchement, perso, ces gens-là sont morts. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait bouger nos entreprises? C'est nos collaborateurs. Si vous les malmenez et que vous en avez plus, qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul avec AG Metal? Franchement, ça n'a aucun sens. Donc, nous, on n'a pas ce souci-là chez nous. On n'a pas ce souci de recrutement. On recrute assez facilement. On prend bien soin des gens et ça se sait. C'est-à-dire que cette com, j'ai un peu hésité avant de vous dire oui, je vous le cache pas, Marine, parce que ça peut toujours être pris pour de la com et de la com du côté mauvais de la com, c'est-à-dire je me la pète un peu parce que j'ai pas machin. Bon, mon propos, il est pas de vous dire ça. Mon propos, il est de vous dire qu'est-ce qui se passe chez AG Metal? Il se passe ça. Moi, je peux le prouver. J'ai zéro turnover, j'ai pas d'absentéisme. J'ai une équipe qui est assez ancienne. Mon plus vieux collaborateur, ça fait 23 ans et demi qu'il est avec moi, donc sur 24, hein, vous voyez le truc, et c'est mon bras droit aujourd'hui. Donc, je passe des bonnes journées, j'ai pas l'air trop malheureux, j'espère. J'ai une entreprise dans un milieu rural, tout le monde nous connaît. On a la réputation de faire, d'être bienveillant, de faire très attention. Bon, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis pas en train de vous faire passer 1 heure de votre temps à faire de la com mal placée. Si les entreprises, petites, moyennes ou grosses, veulent faire de la QVT pour faire de la com, bah, c'est foutu. Ça va marcher un temps, mais bon, en milieu rural, ça marche pas. Et tout le monde nous connaît, tout le monde sait, tout le monde se parle, et voilà. Donc, j'ai des valeurs que je véhicule. Si les valeurs ne plaisent pas aux entreprises pour lesquelles je travaille, je ne les force pas à travailler avec nous. Je privilégie l'équipe qui est la mienne. Après, je n'ai jamais rien concédé au prix de l'argent. C'est-à-dire que je vous dis juste un petit exemple, mais qui est très important pour AG Metal. Un jour, j'ai un client qui pesait 40% du chiffre chez nous. Ça faisait 7-8 ans qu'on bossait pour lui. Arrive un nouveau directeur. Ce directeur avait tendance à plutôt insulter les gens. Il arrivait de la grande distribution. C'était un tyran. Il est toujours d'ailleurs. Il est bientôt en retraite, je le sais, parce qu'il n'est pas loin d'ici. Mais il est toujours dans l'entreprise. C'était un vrai tyran. Et un jour, il a dit, il a traité mon personnel qui était sur site. Et le personnel est rentré, ça faisait un peu la gueule le soir. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été. Et puis ils osaient pas trop me le dire parce qu'ils avaient peur des conséquences. Quand ils m'ont dit ce qui s'était passé, je n'ai plus jamais retravaillé pour eux. Ça a été fini. Donc, au bout de très peu de temps, parce que nous, nos clients sont récurrents, sont toujours les mêmes. Donc, au bout de très peu de temps, on a été rappelé pour dire, bah, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bah, il faut que Monsieur X vienne s'excuser chez nous, devant nos collaborateurs. Quand il aura fait ça, nous, on reviendra. Bien sûr, il l'a jamais fait, parce que c'est des gens qui ont un peu un bouleur, voilà, ils ont un ego un peu surdimensionné. Ils l'ont jamais fait. On n'a jamais retravaillé pour eux. Donc, 40% de mon chiffre est passé à la trappe en 3 minutes de temps. Ça, au départ, une fois que j'avais fait ça, moi, j'étais un peu, j'ai mal dormi, hein, honnêtement, hein.
Mais je me suis dit, je peux pas lâcher là-dessus, parce que si je lâche là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, moi, mes valeurs, ma valeur la plus absolue de Antoine Gauthier, ça veut dire qu'on met ça à la poubelle, parce que sous prétexte d'argent, je laisse faire quelque chose. Alors demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner plus d'argent, il pourra cogner mes mecs? Ou c'est pas possible. Donc, je n'ai jamais laissé faire ça. Dans notre petit milieu, déjà vis-à-vis de mes collaborateurs, moi ici, tout le monde sait que je lâche rien, je suis avec eux et on a ce truc très fort. Et vis-à-vis de mes clients, tout le monde a su cette histoire. Tout le monde connaît dans le coin cette histoire et tout le monde sait que j'ai été capable de faire ça. Et ça m'a servi parce que du coup, j'ai plein de clients qui sont des clients normaux et pas des tyrans. Justement, ça, cette histoire, quand je vous ai contacté, qu'on en a parlé un petit peu avant, ben moi, c'est carrément ce qui m'a ce qui m'a décidé en fait à vous interviewer parce que là, comme je disais en introduction, c'est que les valeurs sont vraiment incarnées et les gens savent ce sur quoi ils peuvent avoir confiance en vous. Parce que, comme vous dites, c'est pas parce qu'on vous donne davantage d'argent que du coup vous allez vous asseoir sur vos valeurs, quoi. Et ça, je trouve ça tellement précieux dans le monde de l'entreprise parce que je trouve que c'est pas si courant. Voilà. Donc, par rapport aux gens qu'on peut rencontrer, malheureusement. Alors que le bien fondé d'une entreprise, c'est-à-dire, in fine, faire de l'argent pour payer tout le monde, payer ses collaborateurs, avoir une rentabilité et ainsi de suite, ce schéma-là, il fonctionne parfaitement. Honnêtement, moi, je ne sais pas faire autrement, mais je vois bien que mon entreprise, elle fonctionne très bien. Alors peut-être que d'autres, avec des méthodes de tyrans, ont plus d'argent pour eux, je ne sais pas. Après, moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, il n'est pas financier. Aujourd'hui, mon problème, il est, je veux passer des bonnes journées, point final. Donc, quand il y a du soleil comme aujourd'hui, parfait. Donc, ça veut dire quoi? Je veux passer des bonnes journées. C'est quelque chose qui est inscrit quelque part dans votre entreprise, sur un fronton. Ah non. Peut-être, non, je n'avais pas pensé à ça. Moi, un truc l'embauche du matin me stressait, par exemple. Je n'étais pas fortiche pour faire ça. Comme j'étais stressé, il y avait une petite tension quand on faisait l'embauche du matin. Et Laurent, Excusez-moi, juste quand vous dites l'embauche du matin, c'est-à-dire l'arrivée du matin, c'est ça? alors pas l'arrivée, la distribution du travail. Ah, ok. C'est toujours chez nous un truc un peu stressant parce que on prévoit notre journée du lendemain. Donc, moi, je suis là plus tard que les gens. Moi, je finis aux environs 18 heures et j'ai préparé ma journée du lendemain. Sauf que jusqu'à 19 heures, nous, comme on travaille pour l'industrie qui travaille en équipe, on a des coups de fil et notre emploi du temps du lendemain, il peut être chamboulé. On a tout prévu à 18 heures et le lendemain, on a tout mis par terre et on change tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, le matin, à redistribuer, redispatcher, ça me stressait un peu. Et Laurent, mon bras droit, avec qui je travaille depuis toujours, un jour me dit, mais il y a très très longtemps, plus de 10 ans, me dit, mais ça te stresse, mais c'est dingue parce que c'était pas vraiment moi, j'avais toujours cette pointe de... Et il me dit, mais est-ce que tu veux que je fasse ça? Et je lui dis, ouais, ok, fais-le. Donc, depuis ce temps-là, alors aujourd'hui ils sont deux à le faire parce que c'est un peu plus lourd, mais depuis ce temps-là, c'est eux qui le font et moi je suis là le matin. Sauf que j'ai posé des questions la veille. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce soir, je fais ça. Et le lendemain matin, alors ça s'est bien passé au fait, l'apéro chez ton frère, le truc. Moi, je ne parle pas du boulot le matin. C'est-à-dire que je reçois tout le monde, on se dit bonjour, on blague, la nouvelle voiture, la moto, je ne sais quoi, le truc, il fait beau, t'es venu en moto. Je suis sur la vie, mais pas professionnelle. Je suis là-dessus pour l'entrée en matière. Par contre, Laurent et Cédric, aujourd'hui, mettent eux qui font le planning, c'est eux qui font ce truc-là. Mais ils le font moins en stress que moi. Donc, ça, c'est passé une bonne journée. Parce que quand j'attaquais par le planning, je passais pas vraiment une bonne journée. J'attaquais pas bon pied bon oeil, quoi. J'étais vraiment trop stressé par ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai sorti ça de ma charge. Enfin, c'est Laurent qui m'a aidé à me dire, bah, donne, on va le faire. Et passer une bonne journée, c'est écouter le collaborateur qui dit, bah, j'essaye, on verra, et puis, bah, pourquoi pas. Les achats, par exemple, ici, les achats, on va dire, consommables, ateliers, tout ce qui est hors devis, hors matière. Matière, on est deux à gérer les achats, mais hors devis, tout ce qui est consommable, enfin, tout ce qui est la vie courante d'une entreprise, ça m'a toujours gavé. Mais d'entrée de jeu, j'avais mis un gars d'atelier à faire ça, pour lui donner responsabilité. Pour dire, bah tiens, ce gars-là, il avait envie d'un peu plus, mais bon, nous, une petite entreprise, on peut pas se développer, on peut pas avoir un parcours de développement comme dans une grande. Nous, vraiment, quand on est à l'atelier, en général, on est à l'atelier. Donc, j'avais mis ça aux collaborateurs. Ça scotchait tout le monde parce que tout le monde disait, mais ici, c'est pas le patron. On était trois, hein. Des fois, j'étais à l'atelier, les commerciaux arrivaient, ils savaient pas que j'étais le patron.
Moi, j'adore. Mhm. Donc lui, il faisait ses achats, il avait un budget tous les mois et il faisait ses trucs. Et ça, par exemple, bah, c'est passer une bonne journée, c'est voir son collaborateur qui est content de recevoir le commercial. Moi, bon, j'étais pas plus que ça. Et puis, j'étais pas forcément très bon là-dedans. En plus, moi, j'ai beaucoup d'amis partout dans tous les domaines. Donc, c'est des fois les copains qui arrivaient. Ah, tu me prends à moi, machin. J'ai sorti ça, je m'occupe plus de ça, c'est Romu qui s'occupe de ça, et on y va. Donc voilà, ça, c'est passer une bonne journée, par exemple. Pas forcément faire que ce qu'on a envie ou que ce qui nous plaît, mais en tout cas le faire le plus détendu possible, sachant que on a des contraintes d'entreprise, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, Marline, les délais, chez nous, c'est quelque chose qui est hyper présent et c'est un point important pour l'entreprise, mais c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de travail, c'est qu'on répond à des délais très courts, donc dans la mesure du possible, bien sûr. Donc ça, pour nous, c'est une charge, parce que c'est vraiment une grosse contrainte, pour nous et pour les collaborateurs, ce qui fait que ça génère du stress. Et comment on fait pour essayer de gérer ce stress-là au mieux, quoi, voilà, ce qu'on essaye de faire. Et justement, tout à l'heure, vous disiez que quand vous faites du recrutement, bah, vous avez aucun mal à recruter. Ça se passe comment les recrutements chez vous? Qui fait les recrutements? Alors, les recrutements, alors je dis ça, j'ai aucun mal à recruter. En ce moment, on cherche un soudeur en aluminium, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Mais bon, comme quoi, faut pas trop. D'accord, Mais ok. j'en ai trouvé quand même, hein, mais bon, pas aussi performant que je l'aurais imaginé à la base. Alors, je reçois. Alors, parfois, j'ai des candidatures spontanées. Les deux derniers recrutements qu'on a fait, c'était des candidatures spontanées. Comme ça se sait un petit peu notre façon de fonctionner, tout le monde est un peu vigilant quand on passe des annonces, quoi. En général, je vois du monde. Après, je reçois pour un premier rendez-vous et la personne qui me paraît vraiment avec des guillemets, hein, qui me paraît convenir, je préviens que chez nous, c'est pas moi qui recrute, c'est l'atelier, c'est l'équipe d'atelier qui va dire oui ou qui va dire non. Les gens qui sont sûrs d'eux, en général, ils viennent tout de suite. Ils viennent, ils disent, moi, je suis sûr que je vais faire l'affaire, recherche et métal, tout ça. Bon, là, c'est presque eux qui créent leur propre embauche chez nous parce que sont tellement sûrs, ils ont entendu parler, se sont renseignés. Bon, là, nous, on fait un contrat de 3 mois et on prévient que c'est l'équipe qui va recruter. C'est-à-dire que si à l'atelier, on me dit non, ça va pas le faire, je recrute pas. Même si c'est quelqu'un de pointu techniquement, hein. J'ai déjà dit non à des gens qui étaient franchement des perles au niveau du travail. Mais si ça ne le fait pas dans l'équipe, je ne peux pas recruter. Parce que vu comment on fonctionne, si c'est pas l'équipe qui me dit oui, bah, je suis foutu. Je veux dire, ouais, tu nous as mis un mec, il n'arrive pas à se fondre. C'est la même chose quand eux recrutent, sauf que quand ils m'ont dit oui, et qu'il y a un petit truc un peu bancal, ça, je leur dis, hey, vous débrouillez. Maintenant, on a recruté. Il faut faire avec. Débrouillez-vous d'organiser ça. Oui, il a ce défaut-là, mais on a tous chacun nos défauts. Des fois, voilà. Donc, on le prend en compte, on le sait, mais maintenant, on se débrouille. Donc, moi, j'aime assez ça. J'aime bien le côté un peu bancal des gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers moi en me disant ah, bon, moi je sais que j'ai tel défaut, tel truc. Un jour, j'ai un jeune qui vient et qui me dit alors je suis dyslexique, machin, tout ça, je sais pas. Je dis ouais, ok, bon alors tu vois, lui là-bas, il a des trucs, c'est pas terrible non plus. Lui, il a ça, lui, il a ça, lui, il a ça, moi j'ai ça. Allez, viens, viens, ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Si tu as des trucs un peu bancals, on a tous un peu un truc, allez, viens, c'est sûr, ça va le faire. Et puis ça le fait. Par contre, quand l'équipe m'a dit oui, après, on s'organise pour que ce soit un vrai oui et puis que ça se passe bien. On prend le temps de former les gens. Un jour, on m'a dit oui pour un boulanger. C'est-à-dire que j'ai toujours ce boulanger-là, on l'a formé. Il est arrivé, il était en reconversion professionnelle, il avait un problème de maladie professionnelle, il avait à peine 30 ans à l'époque. J'ai dit oui, on y va. Et on n'a rien demandé à personne, on l'a formé en interne. C'est-à-dire qu'on a accepté de prendre quelqu'un en formation pendant presque 2 ans avant qu'il génère un centime pour l'entreprise. Donc ça, il a fallu que j'anticipe en disant aux gens, est-ce qu'on le recrute ou on ne le recrute pas? Attention, si on le recrute, parce que tout le monde disait qu'il était super, ce qui est vrai, il est super, il est toujours avec nous, mais une fois qu'on a dit il est super, attention, on va être combien de temps avant de générer un peu d'argent avec ce gars-là? Est-ce qu'on accepte? Ça va taper dans la caisse de combien? Et ben, une fois que l'équipe a dit oui, il n'y a plus de sujet. Et après, il n'y en a jamais eu. Mon seul sujet, c'était que ce type-là, on avait beaucoup investi sur lui, il fallait qu'il reste après. Et qu'il s'en aille pas une fois formé. Donc ça, bah, c'est le boulot du responsable d'entreprise. Et de faire en sorte qu'il reste là, qu'il soit bien, qu'il ait le sourire, qu'il soit bien payé, que s'il regarde un peu ailleurs, qu'il dise, bah ouais, chez nous, c'est bien. Donc voilà. Alors,
Un truc que j'ai oublié très important dans la rémunération, il y a la rémunération dont on a parlé. On a organisé les plans épargne entreprise, plans épargne retraite et tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'industrie. On l'a aussi chez nous, parce que comme nous, on travaille dans l'industrie, la concurrence, pour moi, ce sont mes clients. Donc, pour pas que mes clients recrutent dans mon personnel, il faut que j'ai au moins l'équivalent de ce qui se passe dans l'industrie. Et comme on travaille pour des gros groupes qui sont plutôt bien lotis, on s'est mis exactement sur le même niveau. C'est-à-dire que tout ce qui est plan épargne, tout ça, on a tout. On a un gros CE, on prend un CE privé, où on cotise pour avoir droit à tout ce qu'un CE peut proposer. Dans le package que je vous disais tout à l'heure, la rémunération, tout ça, ça en fait partie. Bon, nous, l'avantage le plus, c'est le prêt des camions le week-end si on veut déménager, c'est le sourire de tout le monde, c'est toutes ces petites choses-là. Ça, c'est un plus par rapport à l'industrie, ce qu'ils n'auraient pas. Mais sinon, tout le reste, on s'est basé sur l'industrie. C'est super. Là, je pense que si vous aviez encore du recrutement à faire, je pense qu'il y aurait pas mal de monde qui voudrait venir, hein, avec tout ce que vous décrivez. Alors, on recrute très doucement, c'est-à-dire Mm, que on a une progression qui est lente. 24 ans, 12 collaborateurs ici, un tous les 2 ans, c'est peinard, hein, on n'est mm. pas quoi. Parce que on veut poser les gens, on sait que chez nous, ça demande un temps pour s'adapter aux clients, et on veut vraiment faire les choses bien, donc on va doucement. Et moi, je suis pas quelqu'un, j'ai 55 ans aujourd'hui. On va continuer de progresser tranquillement comme ça et tout va bien se passer. J'ai jamais eu envie d'avoir 200 collaborateurs ici. Hein. C'est pas, j'ai pas envie de ça. Il y a des gens, il y a des chefs d'entreprise qui ont envie de ça, qui ont envie de développer à fond. C'est ce qui les fait, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les fait avancer. Bon, moi, c'est pas mon cas. J'aime ce que je fais, j'adore. J'adore ma chaudronnerie, j'adore mes produits, j'aime ce qu'on vend, j'aime mon équipe. Mais je ne suis pas non plus un malade du boulot et de tout développer. J'aime également ma vie à côté. Ah ben, c'est ce que vous dites un petit peu enfin, depuis tout à l'heure par rapport à vos valeurs, c'est-à-dire vous voulez passer des bonnes journées et vivre bien, donc être bien. Voilà, et c'est comme ça que vous êtes bien, quoi. Oui. Donc, alors, dans les avantages, j'ai oublié un truc. Petite histoire, c'est que mon premier collaborateur qui avait divorcé. Et en fait, je ne sais pas si je vous en avais parlé de ça la dernière Mais fois. si, mais les auditeurs ne le savent pas. D'accord. Donc, ça, c'est juste pour expliquer pourquoi, en fait, on a adapté nos horaires et on a adapté nos horaires à quelque chose de bien précis. J'ai mon premier collaborateur qui a divorcé et une semaine sur deux, il fallait qu'il aille chercher les enfants à l'école. Ici, l'école, c'est 16h15. Donc, on a dit, c'est 16h30, pardon. On a dit, bah, faut que tu finisses à 16h15. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit, bon, OK, on le fait. Allez, c'est parti, 16h15, comment on fait? Et là, on a mis l'équipe autour de la table, on a dit, bah, comment on s'organise? Alors, moi, je me suis collé à la communication vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que j'ai appelé les clients en disant, bon, on est en train de tester un truc, sachant qu'on testait pas. On était sûr et certain que ça ne bougerait plus, ce truc-là. On va finir à 16h15 pour l'instant, tous les jours de la semaine, sauf le vendredi, on finit à midi. Parce qu'il faut que les gens aillent chercher les enfants à l'école. Laurent, en l'occurrence, c'est lui qui avait divorcé. C'est lui qui a la garde une semaine sur deux. Il faut qu'il soit avec ses enfants. C'est important. On peut pas la nourrir, tout ça. Enfin, blabla. J'ai fait cette communication-là. Et puis, donc, on a organisé 3 quarts d'heure de pause de midi pour manger. Donc, on a installé un réfectoire avec tout ce qu'il faut pour manger et tout ça. C'est la pièce dans laquelle je me trouve actuellement. Une fois que ça s'est fait, mes clients ont un petit peu grogné en disant ouais, mais le soir, alors j'ai dit il y aura une permanence. Hein, moi, je serai là toujours parce que j'ai pas de besoin de finir à 16h15. Il y aura une permanence téléphonique. On organisera peut-être une permanence aussi vis-à-vis des gars ateliers. Je ne sais pas. Pour l'instant, on essaye ça. Et en fait, comme une lettre à la poste. Personne n'est jamais revenu là-dessus depuis 23 ans qu'on a fait ça. Donc, les horaires, ils ont été aménagés pour les salariés qui ont des enfants. Aujourd'hui, personne ne revient là-dessus. Tout le monde est très content de finir à 16h15. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un très, très gros avantage pour l'entreprise. C'est-à-dire que si on a un vrai coup de bourre, on demande aux gens de faire 1 heure le soir. C'est 1 heure, c'est rien. On finit à 17h15, je veux dire, c'est pas comme si on finissait à 19h. Hein. Ça reste encore avec une soirée acceptable. Et ça nous laisse du mou, comme on dit. Alors, on l'utilise très peu dans l'année, mais quelque part, ça rassure tout le monde, y compris nos clients, parce qu'au final, s'il y a besoin,
on est capable de dire, allez, boum, tout le monde s'y met, on s'y colle 2 soirs et c'est fini. Donc ça, pour l'entreprise, c'est très très bien. Ça permet aussi de finir assez tôt et d'avoir une ambiance feutrée le soir où nous, on bosse sur les devis, tout ce qu'on a à faire en dehors des heures où les collaborateurs sont là. On est plus efficace parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis un peu moins efficace la journée parce que on a un bureau commun. C'est-à-dire que dans le bureau, personne ne frappe. C'est-à-dire que si j'ai le banquier, le comptable ou n'importe qui dans mon bureau, on a vraiment un bureau commun, c'est un open space. Et tout le monde sait qu'il y a le banquier, il y a le comptable, il y a dans l'atelier, ah bon, qu'est-ce qu'il fait là le comptable? Bah, ils sont en bilan, ah ouais, ok, c'est normal. Ou le banquier, bah, il est en train de négocier le nouveau bâtiment, le truc. Tout le monde sait ça. Donc, le soir, ça permet aussi, si on a un rendez-vous un peu plus confidentiel, de caler ces rendez-vous-là. Voilà. Bon. Sinon, les horaires font également partie du bien-être des salariés et blabla, blabla, j'en passe. Je suis sûr que j'ai encore des trucs dans ma poche que je pourrais vous dégainer, mais après on Ah en sort. oui, sûrement, sûrement, mais après, je vois qu'effectivement, là, on est vers la fin de ce moment d'échange. C'est super intéressant. Je suis sûre qu'on pourra encore parler très longtemps. Et je voulais vous demander juste comment ça se passe quand quelqu'un... Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui sont partis à la retraite? Comment vous accompagnez les départs à la retraite? Est-ce qu'il y a quelque Non, chose de particulier? Non, ça non, vous est pas arrivé encore. non, ça nous est pas arrivé. Ça arrivera forcément. J'ai un collaborateur qui a presque le même âge que moi. Je sais pas. La première retraite, en théorie, ça sera la mienne. Donc, je ne sais pas comment ça s'accompagne. Enfin, moi, je ne sais même pas comment je vais accompagner ma retraite. Est-ce que, dans mon idéal de vie, l'entreprise est rachetée par les salariés qui vont faire une COP ou je ne sais quoi, ça, c'est un idéal. Et moi, je pars à la retraite. Ça, je le préparerai à ce moment-là. On est en train de préparer un petit peu les choses pour que l'entreprise soit facilement transmissible. Ça, c'est plutôt moi qui organise ça. J'en ai déjà un peu parlé avec eux, mais pour parler de retraite, le premier sur la liste, c'est moi. Après, si je n'arrive pas à transmettre, dans un premier temps, je suis pas pressé, et que j'ai un collaborateur qui part à la retraite, moi, ça partira à la retraite tranquillement. On fera un vrai pot de départ avec un peu la fête. Moi, on aime plutôt ça, mais on fera un vrai truc pour remercier et ainsi de suite. Le salarié qui est parti, Romuald, quand il est parti, on a dit, Romuald, qui fait le pot de départ? Tu le fais, on le fait. Lui, il a dit non, non, c'est moi, je m'occupe de tout, je fais mon pot de départ. Bon, il avait fait traiteur et ainsi de suite. Enfin, il avait fait un vrai truc, c'était très sympa. Et voilà. Bon, pour un départ à la retraite, on le verra comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de sujet de recruter. Si votre question, c'est comment on va remplacer la personne qui part à la retraite, on n'a pas vraiment ce sujet-là parce que on a quand même une équipe jeune derrière. En fait, on a tous les âges. En fait, De, ma question, c'était par rapport, parce que c'est vrai que des fois, il y a des départs à la retraite, malheureusement, dans certaines entreprises, mais qui sont pas, c'est pas valorisés, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui a passé 30 ans dans une entreprise, et des fois, bah, les gens partent comme ça, du jour au lendemain, et il n'y a rien qui se passe, quoi. ouais, ça ne sera pas le cas chez moi. Alors là, ça Voilà. c'est sûr. C'était ça, en fait. Ça, C'était c'est pour sûr. ça que Impossible. je voulais savoir comment ça se passait chez vous. Et c'est vrai que des fois aussi l'intégration, on voit qu'il y a des personnes qui sont intégrées dans des entreprises où le jour où elles arrivent, le manager qui doit s'occuper d'elle n'est pas forcément là, enfin des choses comme ça. Et on se dit mince, on loupe l'entrée et des fois on loupe le départ, quoi. Donc c'était pour ça, voilà. Alors, sur les départs, parfois, on n'a pas été très, très, très fortiche. Ça, j'avoue. Alors, on s'est toujours un peu rattrapé aux branches derrière. Et bon, ça s'est toujours bien fini. Tant mieux pour nous. Mais ça peut être une lacune chez nous, ou peut-être plus généralement dans les petites entreprises, c'est possible, où on dit, ben voilà, c'est parti, l'atelier, papa, on fait pas vraiment, par exemple, une journée d'intégration. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était il y a pas très longtemps, ma fille arrive dans une nouvelle entreprise et elle me raconte la journée d'intégration, où là, je me suis dit, ah oui, là, ça m'a fait prendre conscience que nous, on n'a pas forcément été très bons à ce niveau-là. Alors, d'une manière ou d'une autre, on s'est rattrapé parce que les gens sont toujours là. Mais on peut progresser et je pense qu'il y a vraiment, on peut faire un bout de chemin, hein, ça c'est sûr. Par contre, la sortie, c'est différent parce que nous, on a vraiment. Alors, moi, les gens qui travaillent avec moi, toutes les personnes qui sont dans l'entreprise ne sont pas mes amis. On se voit pas en dehors, on se reçoit pas le week-end, mais quand même, on a vraiment quelque chose de très fort. Je n'imagine pas une seconde
le collaborateur qui s'en va en me disant Antoine, ciao, je pars à la retraite. Eh ben écoute, salut et c'est fini. Enfin, c'est impossible. C'est sûr. Je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, c'est pas ça. On fera pas ça. Ok. Ben, écoutez, en tous les cas, ce que je trouve super intéressant, c'est vraiment l'honnêteté avec laquelle vous répondez à toutes les questions, parce que même quand vous trouvez que voilà que ça peut être perfectible et tout, vous le dites, hein, tout simplement, parce que bah on sait bien que nul n'est parfait, qu'on fait du mieux qu'on peut, et alors que parfois c'est vrai que dans certaines entreprises, on peut masquer finalement quand les choses sont pas faites, ce qui est un peu dommage, quoi, plutôt que de se dire bah, on va faire différemment, on va progresser, et puis en plus vous le faites avec vos salariés, et tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, quand on se trompe, honnêtement, hein, tout le monde se trompe et on dit, bah, on s'est trompé et on assume. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Ok, il n'y a pas, on se trompe, c'est embêtant, c'est ceci, c'est cela, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, quand on joue de mauvaise foi, c'est-à-dire que l'inspection du travail m'avait demandé pendant des années de faire un travail avec d'autres entreprises pour montrer ce qu'on faisait chez nous. Je l'ai fait de bon cœur et j'ai croisé, mais je ne sais combien de chefs d'entreprise qui, alors au moment des questions-réponses, quand on avait fini d'intervenir, disaient ouais, mais bah, nous, par exemple, nous, on est super sympa. Bah, ok, mais tout le monde se tire. Pourquoi? Pourquoi vous avez un turnover comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais enfin, quand on commence à faire des grandes phrases, c'est un peu le bazar parce que on est en train de cacher, de mettre de la couverture sur quelque chose. Les gens s'en vont, les gens restent chez vous parce on peut tout dire. Hein, franchement, ok, aujourd'hui les jeunes ont envie de bouger. Plus, ça on n'y peut rien. C'est une donnée, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben si, si, ça c'est sûr. Nous on est sympa. Je suis sûr. Ok, super. Il doit manquer quelque chose. À la panoplie du mec sympa, j'en sais rien moi, il doit manquer. Alors d'autres me disent, bah, nous, on comprend pas, on a mis une machine à café, mais les glandeurs, ils sont toujours à la machine à café. Euh, oui, moi je sais pas quoi vous dire. Moi aussi j'ai une machine à café, mais moi ils glande pas la machine à café. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à répondre à ça. Nous, on a fait avec une petite boîte à outils à 2 balles parce que moi j'ai pas fait d'études, je ne suis pas manager, j'ai pas fait des grandes écoles. Je le fais à l'arrache, mais en tout cas je le fais en toute sincérité. Et quand je partage pour de vrai. Et je le fais d'autant plus pour de vrai, c'est que c'est notre argent. Moi, je suis pas en train de faire partager, l'État nous paye pas assez, le truc, le je sais pas quoi, trop de charges, trop de trucs, trop de bidules. Je suis pas là-dedans. Moi, j'ai ça, je le partage et je constate que quand je le partage, ça fonctionne mieux. C'est tout. Point final. J'ai pas besoin de vous mettre une pommade à 10 couches. Euh, on est un peu loin pour que vous puissiez visiter notre entreprise, mais je serais ravi si vous passez dans la région. Mais franchement, vous allez faire 2 mètres dans l'atelier, vous allez avoir un collaborateur qui va venir vous voir. Est-ce que je peux vous aider? Je viens visiter l'entreprise, j'ai vu Antoine, Antoine n'est pas là. Ben, je vais vous faire visiter et vous allez comprendre en 1 minute qu'il faut faire quelque chose de bon chez nous. Basta. Ça s'arrête là. Et ben, il faut faire quelque chose de bon parce que c'est des gens qui sont là pour la plupart depuis longtemps. Et puis, il y a un jeune, c'est sur lui que vous tournez la première parce que c'est lui qui est auprès de la porte. Et ben, même ce jeune-là, il serait tout content de vous faire visiter la boîte parce que c'est un peu la sienne. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, parce que c'est vrai que c'est vraiment très inspirant de voir que ce qui compte vraiment, c'est la relation humaine. Et en plus, pour moi qui accompagne des personnes en burn-out, ce que je vois, c'est que vous faites de manière en fait très naturelle et très intuitive ce qu'il faut faire par rapport à la reconnaissance, que ce soit de la reconnaissance financière ou de la reconnaissance humaine, parce que c'est vrai que les gens, ils manquent bien souvent de liens dans leur entreprise et ils manquent aussi de communication. Il manque aussi de l'attitude décisionnelle. C'est-à-dire que bah, des fois, il y a beaucoup de micromanagement et on leur laisse peu d'amplitude pour prendre des décisions ou pour émettre des avis ou dire ce qu'ils aimeraient faire ou alors ils peuvent pas faire comme ils souhaiteraient faire. Et c'est vrai que je vois que vous mettez plein de choses en place en fait pour pallier à tout ça. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant dans tout ce que vous développez pour votre entreprise. Alors, moi, j'aime le partage, honnêtement. Ça, ok. Une fois qu'on a dit ça, bon, on a un peu tout dit. Le personnage j'aime bien les copains, j'aime bien le partage d'une façon générale. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est même au-delà de passer des bonnes journées, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Est-ce que la personne avec qui vous travaillez, est-ce que son idée, elle est à chaque fois mauvaise, à chaque fois c'est pas la vôtre, alors c'est un peu moins bien. Est-ce que c'est Mais non,
Les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire progresser. Hein. C'est l'humain, c'est comme ça. Tout le monde veut faire progresser à son échelle. Mais il faut l'écouter, il faut en parler. Oui, c'est une bonne idée. Non, je pense que c'est pas une bonne idée parce que tu vois ça de ta fenêtre et ok, de ta fenêtre c'est super, mais pense qu'on a des contraintes de ceci, cela, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle discussion on peut avoir, mais en tout cas, prendre en compte ce qui se dit et ce qu'on a envie de faire. Alors nous, on est habitué à ça, les manuels, on est habitué à ça parce que vous pouvez avoir 10 chaudronniers les uns à côté des autres pour faire la même pièce, il n'y en a pas un qui va s'y prendre de la même façon. Est-ce qu'il y a une façon qui est bonne? Bah, pour moi, la seule qui est bonne, c'est celle que j'arrive à vendre. Hein. Si j'ai un chaudronnier qui me dit, moi, j'ai une super façon de faire, mais il me faut la semaine, et que tous les 9 autres disent, moi, il me faut 2 heures, ok, on va en discuter avec celui qui veut la semaine, mais en tout cas, c'est pas la bonne méthode, ça c'est sûr, même si pour lui, de son point de vue, c'est la meilleure parce que, je sais pas, il habille moins la machine, mais si la machine elle vaut 2 euros et que lui met la semaine, vous voyez, on est dans une conversation tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que tout le monde a des idées et globalement, elles sont bonnes les idées. J'ai jamais vu quelqu'un me dire des trucs à l'envers dans l'atelier. Franchement, et ni mon bras droit, ni personne. Il faut du bon sens. Pour moi, si on repart de mon point de vue de responsable AG Metal, moi, ce qui est important, c'est qu'on aille de l'avant et on est à faire comme on fait, à écouter comme on écoute. On a moins d'ennuis. Ça, c'est ce que je suis persuadé. Combien ça coûte de former quelqu'un? Allez, j'ai envie de passer mes humeurs, je passe mes humeurs sur quelqu'un à l'atelier qui m'agace parce que, effectivement, si j'ai oublié de regarder son côté positif, de je ne sais quoi. Il a plein de choses bien, mais j'ai envie de regarder son côté un peu négatif de mon point de vue. Eh ben, je passe mes humeurs sur son côté négatif. Ah, lui, ça va pas, il a ci, il a ça, je vais me focaliser là-dessus. Ouais, ok, bon, bah, il va s'en aller. Hein. Au final, c'est une personne que je vais perdre en oubliant tous ses côtés positifs et je vais recruter quelqu'un qu'il va falloir que je reforme. Et au final, quand il va être formé, au bout d'à peu près 1 an ou 2, je ne sais pas, il va falloir que j'oublie aussi son côté négatif, parce que cette personne-là, ça m'étonnerait qu'elle soit 100% comme je l'entends, moi. Donc, tout ça, pour moi, c'est du bon sens. Alors, le bon sens, je sais qu'on dit ça quand ça nous arrange, c'est du bon sens. Oui, ok, mais il y a quand même un bon sens. C'est de la gentillesse. Bonjour, au revoir, comment tu vas, et ainsi de suite, parce qu'on passe nos journées ensemble, ça paraît pas, mais enfin, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis, c'est être le plus juste possible. Franchement, moi, j'essaie d'être juste. En tout cas, j'aurais aimé qu'on le soit avec moi comme j'essaye de l'être avec mes collaborateurs. J'essaie d'être juste, tout simplement. Je ne fais pas de différence, j'essaye voilà. Et comme je compte, je suis un homme de chiffres. J'aime compter, j'aime dire combien on a fait ou pas fait. J'aime voir qui, quoi, comment par les chiffres. Ça m'est très facile d'être juste. En tout cas, en mon âme et conscience. Écoutez, je suis sûre que votre interview va inspirer énormément de personnes. En tous les cas, va faire du bien aussi à beaucoup de personnes qui suivent mon podcast. Parce que franchement, comme vous dites, c'est du bon sens et ça fait du bien d'entendre ce bon sens. Vraiment. Donc, Bah, merci beaucoup. alors, à côté de ça, Marine, je croise beaucoup de gens et AG Metal n'est pas une entreprise en marge. Hein. Je côtoie énormément, énormément d'entreprises dans mes clients et même ailleurs, dans mes amis, qui ont les mêmes valeurs que nous et qui les véhiculent. Hein, pareil. Hein. Nous, on a eu la chance de faire un travail un peu particulier parce que l'inspection du travail nous avait repéré, nous avait demandé de montrer ce qu'on faisait et comment on le faisait et ainsi de suite. Bon, je l'ai fait, j'avais accepté de le faire parce que je considérais un peu que ça pouvait aider. Et parce que moi, perso, mis à part de la rencontre, comme on le fait aujourd'hui, ce qui est très sympa, mais donc ça nous a mis un peu en avant et dans la lumière. Mais il y avait effectivement d'autres personnes qui le font. Il y a plein d'autres personnes qui ont envie de le faire et pour je ne sais quelle raison ont un peu de mal à mettre ça en place. Mais en tout cas, je croise pas beaucoup de tyrans comme on pourrait par exemple les appeler. J'en croise pas beaucoup. Hein. Franchement, je vois des gens, parfois peut-être qu'ils le font un peu avec un peu de maladresse. Je sais pas, peut-être qu'on a un peu plus de chance. Mais en tout cas, on n'est pas une entreprise unique. Dans ma vie et autour de moi, j'ai plein de gens, chefs d'entreprise, qui font les choses très très bien et qui prennent beaucoup, 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 beaucoup d'attention
à prendre soin de leurs collaborateurs, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est super. C'est super, je vous demanderai des contacts. Comme Ah, ça, j'en ai pas, je rigole. comme ça, je les appellerai aussi pour savoir s'il n'y en a pas d'autres qui veulent faire une Ouais, interview parce que il n'y a je aucun pense problème. que, voilà, je pense que ça peut vraiment donner de l'espoir à des gens qui ont l'impression des fois que c'est un peu compliqué dans les entreprises. Donc, c'est super. Est-ce que, Antoine, il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, que vous voudriez dire que vous n'auriez pas dit dans cette interview et que vous vous dites, ah bah, ça serait bien que je finisse l'interview comme ça? Moi, je dis simplement, si vous sentez que votre vie dérape un peu parce que vous n'êtes pas bien dans votre travail, n'attendez pas le licenciement, le chèque de je ne sais quelle aide si vous êtes licencié ou quoi. Mais fuyez, fuyez. Alors prenez, faites le pas sans rien, on est d'accord, mais si à partir du moment où vous n'êtes plus bien quelque part, peu importe les raisons, allez dans d'autres entreprises. Aujourd'hui, il y a un tel boulot de partout. Vous allez trouver. Alors peut-être va falloir faire un petit peu le deuil au départ. Je ne sais pas. Vous n'allez pas cocher toutes les cases, le salaire, les horaires, je ne sais quoi. Mais en tout cas, si dans votre entreprise plus rien ne va et vous sentez monter en vous quelque chose, une gêne, bah, fuyez. Alors, on me dit toujours, ou on m'a dit toujours, c'est facile de dire ça parce que, bah, toi, ceci, cela. Non. Il faut s'organiser pour ne pas être malheureux. C'est vous qui tenez vous avez votre vie dans les mains, quoi. Et aujourd'hui, vous avez cette chance de pousser la porte et de trouver des emplois. Alors, peut-être pas super, mais en tout cas, toujours plus super qu'avec un tyran. Et il faut faire des choix dans la vie. Et des fois, l'argent n'est pas que le meilleur choix. Il est un choix important, mais pas forcément le meilleur choix. Alors, c'est vous qui avez votre vie en main. Et si vous avez quelque chose, bah, prenez-la en main. N'attendez pas un hypothétique. Je vois ça dans les entreprises, des fois, qui ne vont pas terrible. Ah, j'attends parce que s'ils me licencient, j'aurai le chèque de trucs bidules. Mais combien d'années, combien de décennies ils attendent, ces gens-là? Et puis, on finit par être impotent, quoi. Enfin, non, on se bouge et on va voir ailleurs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ben, merci beaucoup, Antoine, pour ce mot de la fin. Merci infiniment pour cette interview. J'étais vraiment très heureuse que vous ayez accepté, qu'on puisse en parler ensemble. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, Marine, de vous être intéressée à notre petite entreprise. Ah ben, je trouve qu'il y avait matière à s'intéresser, ça c'est clair. Donc, merci infiniment pour cette interview. Bonne soirée. Bonsoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.